Le protocole de routage OSPF fait partie des protocoles à état de liaison. C'est un standard ouvert, ce qui signifie qu'il peut aussi tourner sur des équipements autres que Cisco. Contrairement au protocole EIGRP qui lui est propriétaire Cisco, donc il ne fonctionne que sur des routeurs Cisco. Sur cette topologie réseau, le routeur R1 n'est pas configuré en OSPF. Nous allons donc le configurer. La commande routeur OSPF permet d'activer le protocole. Le numéro 1 est le numéro du processus OSPF. Il n'a pas forcément d'importance, on peut mettre ce que l'on veut. Ici, j'ai choisi le chiffre 1. Avant de lui donner les réseaux, on va lui donner une identité avec la commande routerID. Ici, on l'appellera 1.1.1.1. On n'est pas obligé de le configurer car par défaut, le routeur prendra l'adresse IP la plus élevée de ses interfaces de loopback. Et s'il n'y en a pas, il prendra alors l'adresse IP la plus élevée de ses interfaces. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à lui déclarer les réseaux qui lui sont directement connectés avec la commande network. Avec le protocole OSPF, on utilise des masques inversés. Il s'agit de l'inverse du masque de sous-réseau. Par exemple, si on soustrait 4x255 par le masque de sous-réseau, cela nous donne le masque inversé. La formule est donc 4x255 moins le masque de sous-réseau, et cela nous donne le masque inversé. OSPF est très gourmand en CPU, c'est pourquoi il utilise le masque inversé. Car dans notre exemple, il va se concentrer uniquement sur les 3 premiers octets, il va donc ignorer le dernier octet. Le masque inversé s'utilise dans OSPF, EIGRP et les access lists. On va maintenant revenir sur notre topologie. Dans la suite de la commande, nous avons area 0. OSPF utilise des aires afin de découper un groupe de routeurs en plusieurs petits groupes de travail. Ça permet de réduire la charge CPU des routeurs car l'algorithme qui calcule les routes lors d'un changement s'exécutera que dans la même aire OSPF. Un routeur qui a des interfaces dans plus d'une zone, par exemple notre routeur 4 au milieu, se fait appeler ABR. Et un routeur qui connecte un réseau OSPF à d'autres domaines de routage, comme notre routeur 7, s'appelle ASBR. Les autres routeurs sont simplement des routeurs internes à une seule aire OSPF. C'est-à-dire que l'ensemble de leurs interfaces appartiennent à la même aire OSPF. En gros, il faut toujours commencer par l'aire 0 en premier et ne pas faire des aires OSPF de plus de 15 routeurs. Nous venons donc de déclarer l'ensemble des réseaux qui sont directement connectés à notre routeur 1. Il peut maintenant découvrir les routeurs faisant partie de l'aire 0. Par contre, on voit que le réseau 192.168.1.0 n'est pas un réseau de routeurs, mais un réseau d'utilisateurs. Pour éviter que le routeur 1 cherche d'autres routeurs sur un réseau d'utilisateurs, on va exécuter la commande passive interface sur son interface face Ethernet 03. Maintenant que notre routeur est bien configuré en OSPF, on va voir ce qui se passe avec des commandes show. La commande showIP OSPF neckbor permet d'afficher les voisins OSPF. Si deux routeurs appartiennent au même réseau et qu'ils sont dans la même aire OSPF, alors ils vont s'envoyer des paquets de type Hello pour se présenter. Un paquet Hello permet de découvrir le réseau, de se construire des nouvelles relations de voisinage et de s'assurer de leur disponibilité. Maintenant que notre routeur 1 a découvert ses voisins, il doit les stocker quelque part. Eh bien c'est dans la LSDB qu'il stocke toutes les infos de ses voisins. Et les infos qu'il reçoit de ses voisins s'appellent des LSA. Pour montrer une image, c'est comme si les LSA étaient des livres et la LSDB une bibliothèque. OSPF met toutes les informations qu'il reçoit dans une bibliothèque et les informations reçues s'appellent des LSA. Et la commande showIP OSPF database permet d'afficher le contenu de la bibliothèque et la couverture de nos livres. La dernière commande show que l'on va voir est showIProute. Ici, on peut voir dans la table de routage que le routeur 1 a découvert 3 réseaux. Le réseau 2.2.2.0, le 5.5.5.0 et le 6.6.6.0. La lettre O nous informe que ces réseaux ont été appris via le protocole OSPF. Et la dernière chose qu'il nous reste à voir sur OSPF est le calcul des coûts de liaison. Maintenant que notre routeur est bien configuré en OSPF, il va utiliser les informations présentes dans sa bibliothèque, la LSDB, afin de trouver le meilleur chemin vers ses destinataires en utilisant son algorithme.
Pour cela, il va définir une métrique pour chacune de ces liaisons avec la formule 100 divisée par le débit. Le chiffre 100 est la bande passante de référence. Plus le résultat de cette métrique sera faible et plus le chemin sera privilégié. Ce qui donne pour une liaison face Ethernet de 100 mégas un coût de 1. Et pour une interface Ethernet, un coût de 10. Voici les différents coûts reportés sur les interfaces. Les liaisons les plus lentes sont celles en Ethernet entre le routeur 1 et 4 et celles entre le 4 et 7. Alors à votre avis, si le routeur 1 souhaite joindre le réseau 192.168.2.0, par où va-t-il passer? Par le routeur 2, 4 ou 5? Eh bien dans cet exemple, les flux passeront aussi bien par le routeur 2 que par le routeur 5, car ils ont des coûts égaux. Le routeur fera donc du load balancing. Pour joindre le réseau à l'autre bout, le coût sera de 4 par les routeurs 2 et 5 et de 21 en passant par le routeur 4. Là est la différence avec le protocole de routage RIP, où lui, il serait passé par les deux routeurs du milieu, car le chemin est plus court mais pas le plus rapide. Il est possible de modifier le coût d'une interface soi-même avec la commande IP-OSPF cost. Avec les nouvelles liaisons plus rapides qui sont apparues comme le gigabit ou bien le 10 gigabit, il est indispensable de modifier la bande passante de référence avec la commande AutoCost.